Bonjour Pascal, Bonjour Aurélie. ravi de vous rencontrer sur vos terres lyonnaises et merci de me faire découvrir cet endroit magnifique. Nous sommes dans un bâtiment historique de la ville de Lyon, hein. Oui, c'est l'Hôtel-Dieu, donc un ancien hôpital de la ville qui a eu plusieurs vies, qui est devenu ensuite un hôpital et maternité et qui a été rénové depuis 3 ans pour en faire un lieu de vie pour tous les Lyonnais au cœur de la presqu'île entre Rhône et Saône. C'est un lieu que vous appréciez particulièrement. Écoutez, là nous sommes dans le cloître. Donc le cloître, c'est un endroit, on va dire, qui est calme, qui est reposant, qui est inspirant et qui est vraiment au cœur de la cité et qui a ce lien entre l'histoire et le futur de la ville. Eh bien, je vous propose que l'on s'installe et que l'on commence à discuter. Bonjour et bienvenue dans Ma Petite Voix m'a dit, un podcast inédit proposé par Valtus. Ce podcast donne la parole à des dirigeants d'entreprise et des dirigeants de transition, tous guidés au quotidien par leur intuition, leurs valeurs et leurs convictions les plus intimes. Au-delà de leur choix de carrière, ils ont en commun leur quête de sens, leur engagement dans la réussite collective et de mettre l'humain au cœur de leurs préoccupations. Aurélie Blonde et Frédéric Boursicot vous emmènent à la rencontre de ces passionnés qui ont accepté de se livrer avec authenticité. Aujourd'hui, Aurélie est avec Pascal Nadomny, un entrepreneur enthousiaste à l'esprit innovant, PDG d'Adev Materials, fabricant de matériaux durables pour l'industrie. Pascal, vous n'êtes pas un Lyonnais d'origine, vous êtes un Lyonnais d'adoption, je dirais. À Oui. quel moment êtes-vous arrivé ici ? Alors je suis arrivé la première fois pour mes études et puis j'y suis revenu après un long passage à l'étranger pour prendre une responsabilité dans un grand groupe. Et puis j'y suis naturellement revenu quand il a s'agi de devenir entrepreneur ou en tout cas de créer ce projet à partir d'un existant sur lequel je reviendrai. Alors Donc justement, pour moi, effectivement, Lyon, c'est une terre d'accueil. c'est une terre d'accueil qui date de vos études. Finalement, vos études vont vous emmener directement, très très rapidement à l'étranger. Il y avait cette envie chez vous d'aller un peu découvrir le monde ? C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'arriver à Lyon dans une école qui développait des partenariats avec des grandes universités américaines. Bon, j'ai fait une école de commerce parce qu'elle permettait d'avoir l'éventail le plus large sur les choix. Donc cette école de commerce vous amène vers des grands groupes à l'international, aux États-Unis, c'est ça ? Alors tout d'abord, elle me permet de faire un double diplôme puisque je pars à l'université du Texas, au cœur de l'Amérique, ce qu'on appelle the Lone Star State, à Austin, qui est une ville merveilleuse qui me fait découvrir à la fois les États-Unis, le monde universitaire américain et puis cet engouement pour la conquête. À quel moment est-ce que cette vie dans les grands groupes dans lesquels vous avez travaillé ne vous convient plus ou moins ? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ? Avant les grands groupes, en fait, il y a déjà toute cette période américaine. Mhm. C'est-à-dire que j'y pars pour faire une partie de mes études. Un grand cabinet américain me propose de faire le stage qu'il me proposait de faire en France, au Texas, à Houston. Et puis, je vais enchaîner derrière sur un troisième élément du parcours américain, qui est à l'époque un VSNA, qui aujourd'hui s'appelle un VIE, donc qui est un poste au sein des ambassades et au poste économique, particulièrement à Dallas. Et donc, je vais rester aux États-Unis en tout 3 ans et demi, ce qui va totalement, je dirais, me donner des horizons différents et changer ma vie. Ensuite, retour en France ? Alors, paradoxalement, Ouais. j'avais été déçu après 2 ans aux États-Unis de refaire ce service, on va dire, national aux États-Unis. Je rêvais d'Asie. Voilà. Et j'ai un grand groupe d'ingénierie qui me proposait depuis Paris, mais de travailler sur une grande zone Asie-Mer Rouge. Voilà, pendant laquelle j'ai œuvré pendant 3 ans et demi. Donc très tôt, une vraie envie d'international, un goût pour l'étranger. Qui vous vient d'où ? Est-ce que vos parents vous ont incité à partir ? Pas du tout, c'est une découverte au fur et à mesure, c'est une appétence qui se construit. Non, mon histoire personnelle, c'est effectivement des grands-parents qui sont venus en France au début
du XXe siècle, dans les années 20, qui étaient originaires de Pologne et d'Ukraine, donc qui se sont rencontrés en France, qui se sont mariés en France, avec cette volonté d'intégration qui était totale, et une génération, plutôt de mon père, de ses frères, qui avait qu'une vocation, c'était au contraire s'intégrer totalement, travailler pour l'État français, et donc pas du tout du côté entreprise, pas du côté entrepreneur. Je ne pense pas que peut-être ce sang mixé qui était dans mes veines m'ait amené à l'international. Je pense que c'est plus la découverte. Je pense que quand on a la chance de connaître ça jeune, et c'est ce que j'incite tout le monde à faire, l'étranger, c'est un extraordinaire révélateur de soi. Et c'est une chance de se regarder différemment et de voir les autres vous regarder différemment. Et je pense que quand on a multiplié ces expériences, on n'a plus jamais un regard sur l'autre qui sera le même. Et c'est une grande force. Donc après cette période d'international, effectivement, je reviens dans un autre grand groupe, là cette fois-ci un retour en France. Ouais. Donc là où je vais rentrer dans un très grand groupe à l'époque on appelle de services informatiques, aujourd'hui qui couvrirait des logiciels et puis de l'infogérance, où je vais diriger plusieurs pays et qui va me donner vraiment cette dimension à la fois du management, du développement, de l'organisation. Ça va durer 10 ans quand même. Donc jusqu'à ce que je bénéficie d'une opportunité extraordinaire qui est celle du grand rachat de l'entreprise par ses salariés. Et donc faisant partie de l'équipe de management, je bénéficie de ce projet qui me permettra à la fois de devenir actionnaire, de l'être pendant 10 ans et de sortir à peu près à 35 ans avec à la fois une expérience incommensurable, mais aussi la capacité à investir. Et donc, c'est cette expérience d'intrapreneur à l'intérieur d'un groupe qui va me donner à la fois le goût et les moyens de devenir entrepreneur. Donc, vous devenez entrepreneur un peu avant 2006, finalement, parce que ADEV la création date de 2006. Oui, alors en fait, c'est assez intéressant. Au début, je rachète des petites sociétés dans le monde de la sous-traitance électronique. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on vient d'un grand groupe et qu'on a beaucoup d'équipes, se retrouver face à soi-même, la solitude de l'entrepreneur, surtout en PME, c'est quelque chose quand on vient d'un monde très international et qu'on se trouve confronté à des logiques très françaises, c'est aussi assez compliqué. Très vite, en 98, je rejoins aussi une taille intermédiaire d'une entreprise qui appartient à une famille avec qui je développe une relation de confiance extraordinaire et avec des personnes à qui je dois beaucoup. Et à partir de là, je vais rentrer en tant qu'actionnaire minoritaire avec l'opportunité de redevenir majoritaire, donc, ou de prendre le contrôle par la création d'une holding. Et c'est la naissance d'ADEV Materials. ADEV Materials, c'est la holding qui va permettre de consolider un certain nombre de PME dans un projet de croissance. Qui est aujourd'hui une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, 650 personnes, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises. C'est une entreprise qui se porte bien. Comment se sont passés les débuts ? Est-ce que les débuts ont été difficiles ? Est-ce que, en tant que chef d'entreprise, il faut parfois aller à l'encontre de ses convictions ? Est-ce qu'il faut remettre des choses en question ? Alors la période difficile, c'est celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est celle où vous passez de grands groupes avec... on a même le clocher. C'est celle d'un grand groupe où vous avez des collaborateurs de très haut niveau, où vous avez des soutiens fournisseurs, banquiers, investisseurs assez forts, à celle de PME qui est un peu un choc culturel. Ça, c'est la première étape, quelle que soit la détention du capital. Le deuxième point, c'est quand vous essayez à la fois de mener ce projet de reprise et de développement et de croissance. Donc, c'est un peu la pression financière. Et donc, c'est intéressant de voir que avec mon associé Julien Duvanel, on crée en 2006. De manière étonnante, on reprend une des sociétés dont nous étions issus en 2008 et je crois en avril. Et en septembre-octobre, on a la première crise de 2008. Donc, on est tout de suite confronté. Vous en avez connu donc plusieurs. Et puis, vous vous dites que quand vous avez passé ces épreuves-là, ça vous renforce. Ouais. Quelles sont les valeurs que vous portez en tant que président d'ADEV Materials ? Alors, moi, j'ai eu 2 écoles de la vie.
La première, avant l'international, c'était celle du sport. J'avais un papa qui Alors ça, était c'est familial, voilà, c'est ça. Mon père était effectivement dans ce monde du sport, directeur départemental de la jeunesse et des sports. Et j'ai très très jeune eu l'occasion de pratiquer beaucoup de sports. Avec mon frère, d'être dans une équipe de jeunes de hockey sur glace d'Épinal qui était effectivement parmi les meilleures françaises à l'époque. D'être aussi tennisman. Et ces expériences sportives où vous battez tous les jours pour gagner, mais où vous apprenez à perdre, c'est effectivement une école formidable. Et donc ces valeurs humaines que j'ai retrouvées ensuite dans tous les sports collectifs, le rugby que j'adore, je pense sont des valeurs très très proches de celles que j'ai essayé de développer au sein de l'entreprise. Deuxième, effectivement, école de vie, c'est celle de l'international. On a parlé tout à l'heure de plusieurs années au Texas et aux États-Unis. Donc là, c'est le pays de tous les possibles. C'est le pays de la conquête, c'est le pays de la confiance en soi. Et puis, tout de suite après, l'Asie et le Moyen-Orient. Donc là, c'est l'inverse. C'est l'école de la patience, c'est la capacité d'écoute. Alors cette conquête, justement, la conquête de l'international, c'est comme ça que vous avez aussi développé votre entreprise. Il y a vous développez ADV Materials par croissance externe, avec un ancrage très régional, et parallèlement, très vite, vous allez partir à la conquête d'autres territoires, l'internationalisation de l'entreprise. Alors effectivement, le projet, dans mes expériences d'infogérance où nous intégrions des grands services informatiques de grands groupes, j'avais toute cette expérience de l'intégration, de la consolidation, du management de grandes équipes. Et donc, le levier de croissance, c'était de consolider, de faire ce qu'on appelle dans le jargon du build-up, de PME, que l'on a commencé en France. Donc, il y a eu une première étape qui était la France. Et puis une deuxième à l'intérieur de la France après 2008, la volonté de se différencier plus. Nous étions plus dans le monde de distribution, donc d'aller dans ce qu'on appelle de la transformation ou du converting. Et puis, les premières expériences à l'international étaient plutôt en suivant nos grands clients, comme la plupart des PME ou des PME à l'époque, nous n'étions pas une ETI, de s'implanter à l'époque en Europe centrale, en Pologne en particulier. Mais très vite, on s'est rendu compte, après la crise de 2008, qu'il fallait aller chercher la croissance là où elle était. Et à partir de 2013, on a vraiment voulu créer à la fois un leader en Europe, donc avec des positions en Allemagne, en Pologne, et puis en même temps aux États-Unis. On a découvert que les États-Unis représentaient un potentiel très très important. Et pour moi, c'était une deuxième terre, donc oui, que vous connaissiez j'avais cette logique de culture. On a retrouvé des entrepreneurs, on va dire baby boom, donc un peu plus âgés qu'en France, mais parce que tout est toujours un peu plus décalé aux États-Unis, qui correspondaient très très fortement à ce que l'on avait connu en région en France, si ce n'est que c'était des États aux États-Unis, et un grand levier de croissance possible. C'est facile d'acheter une entreprise aux États-Unis? L'intégration se fait bien, les cultures différentes Alors il y a 3 phases, comme toujours. Donc la première, c'est la qualification et l'approche. C'est déjà dans tout ce que l'on fait, en toute entreprise, qu'on soit petit, moyen ou grand, il faut essayer quand même de bien réfléchir avant. Et tout de suite après la qualification, il y a l'approche. Donc là, il faut en général choisir un partenaire local qui vous aide à l'identification, mais vous aide aussi à la prise de rendez-vous. Et puis après, dans nos tailles d'entreprise ou entrepreneur, c'est la relation dirigeant à dirigeant qui compte. Parallèlement, l'ancrage régional des ADV Materials, il est essentiel pour vous? Alors, l'ancrage régional est essentiel partout dans le monde. Et c'est intéressant parce qu'avec les dimensions de RSE, aujourd'hui, on parle beaucoup. Je milite pour une industrie locavore, donc on voit que tout ce qui est local est important. Donc pendant très longtemps, moi qui ai été élevé dans ces grandes formations mondiales où on voulait être global, voire ensuite glocal, comme on disait, moi j'ai toujours défendu une position qui est multilocale.
puisque je pense qu'il faut être local à plusieurs endroits. Il faut être proche des gens, quel que soit l'endroit où ils sont. Et donc, dans un monde où nous sommes aussi, notre position d'Adev Materials, c'est un intermédiaire B2B qui se différencie sur le service. Il faut avoir des clients locaux, il faut avoir des équipes et de l'expertise locale. On n'a même pas dit quel était votre secteur d'activité. Fabricant de matériaux pour l'industrie, fabricant de matériaux durables, je dirais même presque, parce que ça, c'est dans l'ADN d'Adev Materials. Des isolants, des cols. Donc effectivement, on a commencé par donc nous sommes un transformateur entre des grands chimistes mondiaux et des grands industriels de matériaux techniques, donc pour l'industrie. Au départ, essentiellement des matériaux souples, donc des isolants, des films, des rubans adhésifs, des mousses. Et puis, on a augmenté notre périmètre d'offres en découvrant que l'on pouvait aussi créer des solutions sur mesure ou du dosage sur mesure ou du conditionnement pour des matériaux liquides proches de ceux dans lesquels nous étions, donc les cols proches des adhésifs, les mastiques, les produits de traitement de surface, les coatings et les peintures. Donc, principalement pour des secteurs d'activité comme l'aéronautique et la mobilité. Alors justement, on parlait à l'instant de RSE, on n'a jamais autant parlé de responsabilité sociétale, environnementale, produire mieux, réduire son impact sur la planète. Je le disais, vous, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous, ça s'est inscrit avec la construction d'Adev Materials ? Alors, ça faisait partie de nos valeurs. Je dirais que de deux types de valeurs. Les valeurs que, quand vous avez été comme moi un citoyen du monde, que vous avez voyagé dans beaucoup de pays, vous êtes très vite marqué par cette notion de planète, cette notion de déchets, cette notion de paysage extraordinaire. Deuxième élément, c'est que quand vous vous développez à l'international, vous vous développez essentiellement avec une jeunesse formidable. Vous vous rendez compte que votre levier de développement, c'est la jeunesse et que cette jeunesse, qu'elle soit un jour dans vos équipes, qu'elle soit chez vos clients, chez fournisseurs, elle est complètement au même titre que le digital. Ils sont nés avec ces deux notions. Et donc, c'est quelque chose qui s'impose à vous très, très clairement. Donc, qui était dans nos valeurs initiales, que l'on a formalisé. Alors, qui va aussi avec des éléments de RSE qui sont aussi le partage avec l'égalité homme-femme, avec bien sûr les éléments sur la diversité, avec cette égalité homme-femme. Et on est allé plus loin cette année avec nos parties prenantes, donc avec nos salariés, avec nos fournisseurs, avec nos clients, avec nos investisseurs financiers, pour déployer ce que l'on appelle une raison d'être. Concrètement, en tant qu'industriel, quelles sont les actions, quelques exemples de choses que vous mettez en place pour justement être plus responsable, plus vertueux? Alors, l'intérêt, c'est que quand vous êtes dans des produits chimiques, vous êtes au cœur du débat. Nous, on est dans deux métiers sur lesquels vous avez le plus de leviers d'action. Parce que l'idée, c'est pas d'en parler, l'idée, c'est de faire. Donc, vous avez déjà des leviers avec vos grands fournisseurs, c'est de sourcer responsable. Tout se développe. Moi, je suis impressionné par les grandes entreprises, y compris américaines, qui développent depuis de longues années, nos grands fournisseurs, des projets d'innovation justement dans ce domaine des produits plus propres. Et nous, notre contribution, elle est essentiellement sur l'axe de réduire les quantités. Notre projet, c'est d'apporter des solutions durables de matériaux, faire plus de valeur avec moins. Donc, c'est more with less. Et donc, c'est le dosage sur mesure, c'est effectivement découper, c'est réduire très fortement les chutes, ou en tout cas les déchets, et en particulier dans le monde du liquide, pour les cols, pour les mastiques, pour les produits chimiques, d'apporter à nos grands industriels dans l'aéronautique, dans le monde de la santé, des mises en œuvre de produits qui soient conditionnés sur mesure par opération, donc pour qu'il n'ait ni déchets, ni évacuation de ces déchets. Et notre gros projet actuellement, parce qu'il y a toujours une marge de progression, c'est de continuer à travailler sur les contenants, parce qu'une grande partie de ces contenants étaient malheureusement, eux, en plastique. En plastique, oui, évidemment. Des seringues, quand vous faites des petits tubes, quand vous faites des cartouches, vous avez un gros levier sur ces conditionnements. Donc, c'est notre projet majeur de développement. Donc, c'est intégré à notre business model. C'est quelque chose qui doit apporter quelque chose à nos clients. Vous parliez des clients, des fournisseurs, des investisseurs aussi. Est-ce que, selon vous, il y a une prise de conscience aujourd'hui générale? C'est plus seulement la RSE, un argument marketing. Il y a une vraie prise de conscience des enjeux du développement durable? La mutation est totale. Accélérée par la crise, COVID sans doute. A été un accélérateur bien sûr. absolument invraisemblable.
Mais ces actions qui étaient historiques, historiques depuis 5-6 ans chez nos grands industriels, aussi bien en amont qu'en aval, aujourd'hui sont devenues partie intégrante de leur projet stratégique. On le voit dans leur rapport annuel, on le voit dans les objectifs, on le voit même dans les fameux indicateurs de performance, autant que le résultat. Et puis ce qui a été beaucoup plus surprenant, c'est nos investisseurs. Je vais vous poser, Pascal, une question difficile pour terminer. Après 15 années maintenant passées à la tête d'Adev Materials, c'est ça, 15, je ne me trompe pas? 15 années depuis la création d'Adev Materials. Mais un peu avant aussi. Ça, 25 ans d'entrepreneur et un peu plus de 22 ans dans le périmètre. 25 ans d'entrepreneur, de quoi êtes-vous le plus fier? Quelle est votre plus belle réussite? La chose de laquelle on est toujours le plus fier, c'est d'avoir fait grandir des gens autour de soi. Merci beaucoup, Pascal. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, vos convictions, vos valeurs. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore de m'avoir fait découvrir ce bel endroit, même si aujourd'hui il pleut. On aurait espéré du soleil, mais merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Ce podcast vous a été proposé par Valtus, leader européen du management de transition. Retrouvez-le sur toutes les plateformes et sur le site valtus.fr.